Malpertuis 1972, c'est un film d'Harry Kumel qui est l'adaptation du roman du même nom, écrit par Jean Rey. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié au départ. Je pensais pas en parler en vidéo, mais il y a des aspects qui sont assez différents du livre, qui m'ont beaucoup plu et j'aimerais en parler dans cette vidéo. D'ailleurs, en temps normal, mon analyse du livre, qui est une analyse un petit peu plus recherchée que cette vidéo-là, est sortie juste avant cette vidéo. Donc, je vous conseille d'aller la voir en premier pour vous faire une tête de ce livre-là, particulièrement si vous avez lu le livre. Mais bon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors, Malpertuis 1972, c'est un film qui est vraiment de son temps. Donc, je dirais même, si j'avais à deviner la date de parution de ce film-là, j'aurais dit qu'il était sorti en 1965 peut-être. Il y a vraiment quelque chose dans le... C'est peut-être juste la gestion des couleurs au début du film qui font très 1960. Mais en tout cas, je pense qu'on peut tout de suite entrer dans le vif du sujet là, parce que ces couleurs-là sont indicatives de quelque chose également. C'est des couleurs qui sont très vives. Au début de l'histoire, il y a quelque chose de surréel avec tous les matelots dont Jean-Jacques Grand-Cyr dans le roman, qui ces matelots-là sont habillés tout en blanc et en bleu, très propre. Juste la scène de départ sur le port où le bateau arrive fait très surréel parce qu'il y a quelque chose de trop propre. Ça a l'air d'être un décor. Puis au départ, ça m'a un peu déçu. Au départ, je me suis dit ça va être indicatif de la qualité du film, là. Mais en réalité, j'ai l'impression qu'il y a une part de ça qui était voulu. Juste après ça, les matelots, puis Jean-Jacques éventuellement, se rendent à un espèce de bar qui a l'air peu fréquentable. Mais en tout cas, ils se rendent à cet endroit-là. Puis petit à petit, la nuit arrive et ça devient plus sombre, ça devient un peu plus sale également, je dirais. Ça nous fait comme une transition vers la maison en elle-même, Malpertuis. Et c'est une transition qu'on n'a pas vraiment dans le roman et qui est quand même intéressante, particulièrement d'un point de vue visuel, parce que ça permet justement de renforcer l'aspect maléfique de la maison. Donc voilà, c'est la première distinction du roman. Puis je dirais qu'il n'y en a pas tant que ça, étonnamment, mais celles qui sont là sont importantes. Donc il y a une différence avec le texte au départ, comme je vous l'ai expliqué, mais aussi à la toute fin. Puis je pense que ça, c'est encore plus important pour le film. Mais du reste, c'est assez respectueux, ou plutôt assez fidèle du roman. Donc parfois, il y a des scènes qui sont jouées mot pour mot là, par rapport à ce qu'il y a dans le roman. Même la scène de mort avec l'oncle Cassave qui explique ce qu'il lègue juste avant sa mort, c'est exactement ce qu'on a dans le roman. Il y a même un moment où, justement, il y a le personnage, je pense, de Isengott qui explique, ou plutôt qui donne la valeur, le montant qui est légué par l'oncle Cassave. Et ce montant-là est comme pas révélé parce qu'on transitionne, dans un même plan, il me semble, on transitionne vers un personnage qui est à l'extérieur de la pièce, Lampernis. C'est comme un procédé qu'on retrouve également dans le livre, mais évidemment fait de façon plus littéraire, où on fait juste nous dire que la somme est tellement gigantesque que tout le monde est partant pour rester dans Malpertuis coûte que coûte afin de récupérer cet argent-là. Et donc voilà, c'est assez fidèle au texte. Puis la maison en elle-même, je pense que c'est une représentation assez réussie de ce qui est Malpertuis. Du moins, la représentation mentale que je m'étais faite est plutôt conforme à celle du film. Et ça, c'était intéressant. La maison donne un peu l'impression qu'elle va s'effondrer sur elle-même, dans le sens où son architecture, évidemment, c'est une maison qui est très vieille, puis on le voit clairement dans le film, mais il y a des moments, par exemple, le plan où on voit les escaliers qui montent, puis on remarque qu'il y a comme peut-être 6, 7, 8 étages à la maison. C'est un plan où justement on voit les escaliers très désordonnés, un peu comme si c'était une maison tellement vieille que les escaliers allaient tomber. Tout ça, ça donne un aspect, j'ai vu quelqu'un qui a dit ça donne un look un peu comme si c'était une toile de MC Escher. Il y a quand même une similarité à ce niveau-là, puis je suppose que c'était une inspiration. Un autre élément intéressant du film,
c'est l'utilisation de la même actrice pour jouer plusieurs personnages qui ont un rôle très différent dans la vie de notre personnage principal. Et donc, cette actrice-là, pour vrai, elle fait vraiment un bon travail, beaucoup plus que le personnage principal qui est plutôt fait en carton, mais cette actrice-là, elle joue à la fois sa sœur, deux de ses amantes. Vers la fin du film, elle joue encore un rôle important, même deux rôles importants à la fin du film, qui nous indique déjà ce que va être le retournement de l'histoire, le retournement de situation qu'on n'a pas dans le roman. C'est un peu indicatif de tout ça, c'est un indice, mais ça contribue aussi à l'aspect onirique du film. Puis je crois que j'utilise ce mot-là à outrance, peut-être, le mot onirique. Là. Souvent, j'aime parler de romans de fiction en général qui cherchent à reproduire le rêve. Puis voilà, je l'ai utilisé beaucoup de fois déjà sur cette chaîne, mais ici c'est particulièrement le cas. Il y a un aspect irréel qui relève du rêve, du fantasme. Puis c'est appuyé dû au fait que le retournement de situation à la fin du film, je vais le divulgacher là, à la fin du film, on découvre que notre personnage principal il était dans une asile psychiatrique. C'est une fin d'histoire qui est un peu décevante, on va se le dire. C'est une idée qui avait déjà été utilisée peut-être 100 ans, 200 ans par Théophile Gautier. Puis déjà là, ça fonctionnait pas, en tout cas c'est mon opinion, mais ici non plus, ça fonctionne. Ben, pas que ça fonctionne pas vraiment, mais c'est décevant. Maintenant, il faut quand même avouer que l'histoire est bien mise en place pour amener ce retournement de situation-là. Puis un autre aspect qui est intéressant à cette idée-là, c'est que pour les lecteurs du livre, ces gens-là connaissent déjà le retournement de situation finale qui est censé être la révélation comme quoi toutes les personnes qui étaient dans Malpertuis sont des dieux issus de la mythologie grecque. Mais avec le film, on rajoute une deuxième couche où, au final, toute l'histoire est dans la tête de notre personnage principal, ce qui permet de simplifier beaucoup de choses, notamment toute la sous-intrigue qu'on a dans le roman avec l'abbé Eucher, il me semble. Ça permet d'être éclipsé, puis ça règle au passage le problème de l'aspect épistolaire du roman, donc qui faisait en sorte que l'histoire était comme entrecoupée d'autres histoires, ce qui est très rarement bien transposé au cinéma. Et donc, je dois avouer que c'est un retournement de situation qui est ingénieux, mais qui est facile de notre côté parce que c'est une idée qu'on a vue déjà à plusieurs reprises, à bien d'autres endroits, puis même dans la littérature fantastique, comme je l'ai dit avec Théophile Gautier, où on a cette chute-là comme quoi toute l'histoire était un rêve. C'est aussi ce qu'on retrouve dans des nouvelles de Lovecraft, si je ne me trompe pas, cette idée-là que le personnage principal est fou, puis tout ce qui se passe dans l'histoire est dans sa tête. Et donc, c'est décevant, mais dans le cadre du film, je suis quand même prêt à l'accepter d'une certaine façon. Alors voilà. Mais tout ça pour dire que l'actrice qui joue 5 personnages à la fois, ça fonctionne vraiment bien. Ça contribue à cet aspect-là irréel. Et il y a plusieurs moments dans l'histoire qui donnent cette impression-là, notamment le personnage de Lampernis qui est très très... on est loin d'un jeu d'acteur réaliste. Là. Puis c'est volontaire. Maintenant, il y a quand même... en tout cas, mon principal problème avec le jeu d'acteur dans le film, c'est le personnage principal qui est en carton, comme je l'ai dit. Il m'a fait penser un petit peu à l'acteur qui joue Anakin Skywalker dans Star Wars 2 et 3, juste au look, mais aussi dans le jeu d'acteur assez mauvais. En tout cas, son nom m'échappe, mais je crois que vous avez la référence. Dans l'ensemble, les décors sont excellents. Les décors de Malpertuis en lui-même sont assez réussis. On finit par s'y habituer quand même. Quand on commence à reprendre toujours les mêmes plans, notamment le fameux plan dans le salon jaune, où tous les personnages qui habitent Malpertuis s'y retrouvent à tous les jours. On a comme ce plan-là un peu pictural qui est utilisé au moins, je dirais, 4 fois dans le film à des moments différents. On finit par s'entanner là, quand même. Peut-être que la première fois, la deuxième fois, c'est intéressant. Troisième et quatrième fois, là, ça commence à faire beaucoup. Mais je dirais que dans l'ensemble, c'est un film qui est réussi. Puis c'est quand même pas rien venant d'une sombre production belge, venant d'une décennie qui a connu quand même beaucoup de films d'horreur assez médiocres. Alors voilà, pour moi, Malpertuis, le film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui
qui est réussi. Et donc, je le recommande pour ça. Maintenant, ça ne se compare pas évidemment au roman là, qui lui est réellement excellent. Si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo sur le roman, sur l'analyse de Malpertuis de Genré, je vous la conseille et je vous remercie d'avoir écouté mes digressions sur le film. Alors voilà, merci beaucoup.